Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 216. Cette semaine, avec Louis, on va essayer de vous présenter le show sous une nouvelle façon, voir un peu si on peut décrypter des nouvelles choses et bénéficier un peu de son expérience dans les pelotons amateurs pour avoir des choses supplémentaires sur l'analyse des courses. Ensuite, on va parler de ce qui s'est passé sur la planète vélo. On parlera aussi de carbone et de titane dans la section technique. Et on finira par l'activité Strava de la semaine. Et un record du monde aussi. Ah, beaucoup de records du monde, j'en ai 2. Oh là, si vous voulez tout voir, restez avec nous pour ce GCN Show. Allez, c'est parti. Donc pour commencer ce show sur justement les questions qu'on peut se poser sur le championnat du monde, Louis, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi l'homme, le coureur des championnats du monde pour toi est Pablo Castrillo? Parce que moi honnêtement je ne l'ai même pas vu. Et ben c'est pour ça que c'est l'homme de ce championnat du monde, parce qu'il est rentré en action à un moment donné où probablement on n'était pas encore devant la télé, ou voilà, à part ceux qui étaient sur le bord des routes, parce qu'il a commencé à mettre des banderilles à peu près à la mi-course, à encore quasiment 150 km de l'arrivée, et c'est à mon avis l'élément déclencheur de la suite que l'on connaît, c'est-à-dire le Tadej Pogačar Show. On va pas revenir dessus, je pense qu'on l'a revu en long, en large, en travers. Mais pourquoi alors est-ce que Pablo Castrillo est l'homme de ce championnat selon moi? Parce qu'on était sur un scénario un peu plan-plan, voilà, on était en train de faire la sieste après la sortie du dimanche, échappée matinale de solides mais qui n'iront pas au bout, on avait 6 coureurs, notamment Tobias Foss par exemple. Ouais, il se passait pas grand-chose, derrière ça roulait, un peu la Slovénie, un peu la Belgique, un peu les Pays-Bas, bref, rien de foufou. Et là, mon Pablo, qui sort d'une Vuelta extraordinaire, surmotivé, en confiance, il dit « moi je tente mon va-tout. De toute façon, je gagnerai pas face à Pogačar à la pédale, je gagnerai pas au sprint face à Van Der Poel, Evenepoel fera un raid plus long que le mien, et allez j'attaque, on est à la mi-course. » Et là, mon Pablo, du coup, il attaque, et ça lance des mouvements de course. D'autres coureurs se disent « mais attends, moi aussi. » Et pourquoi pas? De toute façon, encore une fois, avec les 3 gros champions, plus d'autres gars derrière, hein, des Alaphilippe, des Hirschi, qui sont prêts à en profiter, il y a énormément de coureurs qui se disent battus et qui doivent tenter leur va-tout. Donc, après Pablo, il se fait rattraper, notamment la Slovénie qui roule déjà, et ça lance un mouvement de course. L'échappée devant n'a pas le temps de réagir, notamment parce qu'il n'y a pas les oreillettes. Donc le temps qu'ils sachent que derrière, ça a mis en route, ça attaque, etc., et ben, ils n'ont pas le temps de relancer, donc l'échappée se trouve à portée de fusil. Un contre se met en place et rejoint l'échappée matinale, et on se retrouve avec une 15-20 coureurs, pas mal de solides, devant, avec finalement une avance 1 minute, 1 minute 30, pas si mal. Et là, ça affole un petit peu la Slovénie, qui se met à rouler, qui se dit le groupe est trop important, on n'a que Tratnik devant, c'est pas assez. Ils se mettent à rouler, sauf que, on l'a dit, notamment un coureur comme Mohoric était absent, ça aurait pu être un mec devant qui aurait pu faire plaisir à tout le monde, sauf que Mohoric était absent, Roglic aurait pu aller devant aussi et servir d'épouvantail, mais il est resté avec Tadej. Et là, la Slovénie se met à rouler, mais perd 2 coureurs hyper vite, en l'espace de quelques kilomètres. Et en fait, très vite, c'est Roglic qui roule et il n'y a plus personne avec Pogačar. Du coup, Roglic était bien coéquipier de Tadej Pogačar, il n'avait pas une deuxième équipe pour lui. Non, je pensais qu'il allait tenter un peu son va-tout justement dans ce genre d'échappée, et en fait c'était tout pour un seul homme, et l'homme en question évidemment c'était Tadej, sauf que Tadej il se retrouve à plus de 100 km de l'arrivée avec une équipe très entamée, voire pas d'équipe, face à une équipe de Belgique surpuissante, une équipe des Pays-Bas plus connaître, une équipe de France très homogène. Du coup il se retrouve finalement un petit peu isolé, et il a beau être le meilleur, c'est pas la meilleure des situations. Du coup, l'échappée est à portée de fusil. Quand Tadej, s'il peut, il y va. S'il est à portée de fusil, il tire. Et du coup, il attaque. Il attaque devant Tratnik, se laisse décrocher. Ils rentrent ensemble sur l'échappée. Et la Tadej, sans doute qu'il pensait relancer la course, isoler un petit peu les meilleurs et lancer les hostilités avec les meilleurs. Mais en fait, il se retrouve seul des favoris, en tout cas devant, avec plus d'1 minute d'avance. Et on le voit, il sait pas trop quoi faire. Il fait la descente à fond, il décroche les autres, mais du coup, il gagne encore du temps sur le peloton qui met du temps à réagir. Et là, il utilise Tratnik tout ce qu'il peut. Ensuite, quand Tratnik pète, il remet une attaque. Seul Sivakov suit, c'est son coéquipier la UAE, ne l'oublions pas. Donc il l'attend, et puis il reste encore quasiment 100 bornes. Il l'attend, ils font un bon bout de chemin ensemble. Sivakov se livre à 100%, d'ailleurs on l'a vu derrière, il ne reprend pas les roues, ça aide bien. Et en fait, il y a eu un petit peu une fuite en avant, et pour pas se retrouver seul face à des gros collectifs, et ben il a dû toujours être porté vers l'avant, et
il s'est retrouvé à devoir faire ce raid que l'on sait de plus de 100 km, alors pas tout le temps tout seul, mais une bonne partie tout seul, et tout part du fait que Pablo Castrillo a mis cette banderie et a réveillé tout le monde, et notamment ceux qui voulaient prendre un coup d'avance, usant la Slovénie et poussant Pogačar à se dévoiler. À plus de 100 km de l'arrivée. Il me semble que c'est 109 exactement, mais en tout cas, voilà, 110 km. Et finalement, il a pris Van Der Poel à son propre jeu, qui voulait faire une Kopecky, c'est-à-dire se faire un petit peu emmener, et puis au sprint, c'est le plus rapide. Il a pris Van Poel à son propre jeu, qui est habitué des longs raids, mais là, c'est pas un long raid, c'est une pure folie. Donc même lui, il n'était pas prêt, parce que trop loin de l'arrivée, même pour Evenepoel. Et finalement, il a pris à leur propre piège les outsiders à la marque Hirschi, qui voulaient tenter un peu leur va-tout à la Ben O'Connor dans le final, c'est-à-dire laisser les champions se marquer, s'attaquer et puis contrer dans un moment de flottement. Et tout le monde a été pris de court sur un scénario inattendu dont seul Tadej a le secret. Merci Pablo Castrillo. Bon, merci pour cette petite histoire. Louis, j'ai quand même encore 2 petites questions pour toi. La première, c'est on voit Pogačar qui rate son bidon à l'avant-dernier tour de la course. Il en demande un à une voiture suiveuse, donc la voiture lui donne un bidon, on voit qu'il n'est pas content, et surtout on voit qu'il perd la moitié de son avance dans le dernier tour. Est-ce que le moment où il a raté son bidon était vraiment le moment idéal et précisément celui-ci pour se réhydrater, un peu comme a fait Paul Sexas, le français, sur la course Espoir, où il rate un bidon et ses performances se dégringolent juste après. Est-ce que c'est précis à ce point pour les coureurs de ce niveau? Pour Paul Sexas, alors qui est junior, pas espoir, donc c'est moins de 3 heures de course, ça tient peut-être, soit il était déjà un petit peu en fringale et du coup il a effectivement besoin de sucre, ni plus ni moins, soit ça tient plus de l'énervement, du fait un peu du manque d'expérience, parce que sur 3 heures de course, je pense que même si c'est déjà très précis, je pense qu'on peut gérer. Pogačar, on parle de 6h30 de course quasiment, 6h30 à 350 watts de moyenne, peut-être quelque chose comme ça. Il a une zone 2 entre 320 et 340. Zone 2, c'est l'endurance de base. Donc ça fait une énorme dépense énergétique. Et on est sur, on l'a dit, un raid très long, très énergivore. Donc oui, louper son bidon, je pense qu'il y a de l'agacement, énormément d'agacement et de stress, de pression, parce qu'il sait que s'il perd, il va vraiment passer pour un idiot. S'il gagne, il passe pour un idiot, mais un idiot gagnant. S'il perd, il passe vraiment, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'était le plus fort, pourquoi il a fait ça, etc. Donc je pense qu'il y a de l'énervement et de la pression, même pour lui. Et effectivement, sur une telle dépense d'énergie, si tu loupes 30, 40, 50 grammes de glucides, c'est un vrai manque d'essence, ni plus ni moins. À 30 minutes près. À 30 minutes près, je pense que oui, sur 6h30 d'effort, on est vraiment sur des stocks complètement vidés et donc et sur des efforts très précis. Sur une intensité énorme. C'est le problème. Ok, bon, merci pour cette deuxième histoire. Bon Louis, troisième question. À 50 km de l'arrivée, pourquoi l'échappée qui était composée de ultra costauds, avec Evenepoel, Van Der Poel, Hirschi, Ben O'Connor, Gaudu et Bardet, ne s'entendent pas en champion et reviennent ensemble sur Pogačar? Parce que on va dire qu'une dizaine de coureurs de leur niveau, s'ils se mettent à rouler ensemble, ils rattrapent ultra facilement Pogačar. Il est tout seul. Je pense pas de réponse héroïque à te donner. Je pense garde ego. Et ça joue la médaille. C'est-à-dire que si je roule moi, est-ce que l'autre va rouler à fond? Et peut-être que si je roule à fond et pas lui, finalement lui va les gagner mais pas moi, etc. Et je pense rien de très héroïque. Les champions se regardent, ne veulent pas se faire avoir. Les autres, comme j'ai dit, espèrent un coup de poker. C'est-à-dire, au moment de flottement, ils vont pouvoir tirer la épingle du jeu, mais certainement pas rouler et ramener Van Der Poel devant. Et au final, statu quo, Tadej, kilomètre après kilomètre, il est de plus en plus proche de la gagne. Et force est de constater qu'il l'a saisi. C'est triste pour le milieu du cyclisme. Moi, j'aurais bien aimé. C'est du poker menteur. Qui reviennent et que, hop, il y ait de nouvelles échappées. C'est du poker menteur et voilà, ça s'est fait comme ça, mais peut-être la prochaine fois. Après, on avait peut-être des coureurs un peu limites. Gaudu, Bardet, Hirschi, finalement, vont craquer un petit peu sur la fin. O'Connor va chercher la meilleure place qu'il pouvait aller chercher. Mais finalement, les battus, c'est presque Van Der Poel et Evenepoel. Evenepoel était peut-être moins fort que prévu, puisque deux grands battus. Il a réussi à ressortir tout seul. Grand battu, mais Van Der Poel fait quand même troisième. Oui, on s'entend sur un grand battu. Donc maintenant, Louis, merci pour cette analyse. Dites-nous ce que vous en pensez, si Louis a répondu présent à cette analyse. D'échanger sur votre analyse et peut-être que vous étiez là encore plus tôt que moi sur la course et qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. C'est ça. Maintenant, on va passer à l'actualité de la planète vélo.
Et on va commencer par une très triste nouvelle que vous avez peut-être vu passer. C'est ou plutôt les décès, malheureusement, de jeunes cyclistes prometteurs. La Suissesse Muriel Führer qui chute sur la course junior dame et qui, à 18 ans, va succomber à ses blessures. Et Bas Van Belle, un coureur hollandais de 24 ans, lui aussi est décédé le même jour. C'était vraiment une journée noire pour le cyclisme, qui a mis fin, pas aux compétitions, mais aux festivités à Zurich, et qui nous rappelle à quel point on est fragile sur nos vélos, à quel point la prudence doit être de mise avant n'importe quoi d'autre. En tout cas, toutes nos pensées vont aux familles et aux fédérations de ces coureurs. Triste nouvelle. On va passer sur des nouvelles beaucoup plus légères, en tout cas. Légères. Alors, là, sur la planète ultra distance, il s'est passé deux choses que j'ai forcément suivies de près. La première, c'est un record qui est en cours. C'est Lachlan Morton, l'ancien ex-pro du World Tour de l'équipe Education First, qui est toujours dans l'équipe, s'est lancé comme défi pour une association de battre le record du Tour d'Australie. Et quand je dis Tour d'Australie, ouais, c'est le tour. C'est vraiment la périphérie. À deux doigts de nager quand même. Donc il est parti au début du mois. Là, il en est au kilomètre au 25e jour de course. Il est parti vous faire 14 200 km pour 44 000 mètres de dénivelé. Bon, vu qu'il roule que sur la plage, bon, clairement c'est plat. Et son but est de récolter plus de 100 000 $ pour donner à une association pour donner l'accès aux jeunes autochtones à l'éducation, aux livres et plus ou moins à leur intégration. Donc ça c'est quand même un bel effort pour une belle action. Oui, c'est ça qu'on aime bien avec Lachlan, c'est que non seulement il fait des choses incroyables, qu'on aime juste suivre et voir ce qui se passe, et en plus il le fait pour la bonne cause. Donc kudos à Lachlan Morton et surtout bon courage pour la fin les 14 000 km restants. D'après les statistiques, en fait on peut le suivre directement en live sur le site internet IF. Mais aussi, on peut chaque jour voir son résumé sur Instagram, son Instagram. Et là, il en est, après 25 jours, donc à 11 750 mètres de 750 km, soit une moyenne de 470 km par jour. Non, par semaine. Par jour. Ah, d'accord. Donc, il ne lui reste plus que 2500 km. Il devrait fracasser l'ancien record qui était de 38 jours. Je pense qu'il devrait finir en 30 jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, je continue sur l'ultra distance avec un record qui a été établi. Et là, c'est le record du Tour du monde en vélo féminin. Et là, c'est Lael Wilcox, une ultra cycliste vraiment reconnue dans le monde entier. Elle roule notamment pour Rapha. Et notamment pour ce Tour du monde, c'était donc 29 168 km qu'elle a fait. C'est les chiffres qui te rendent fou. Moi, c'est plus que 2 ans de vélo. Saisons. Non, mais non, il faut au moins 2 saisons pour faire ça. Exactement. Par contre, elle, au niveau du dénivelé, elle a fait quand même 191 000 mètres de dénivelé. Tu nous mets la carte de son trajet. J'ai mis la carte. J'ai pas trouvé le graphique, mais j'ai la carte. C'est un peu. On se fait une idée en général quand on voit Everest ou Mont Blanc, on sait que ça monte quoi. C'est ça. Et elle a donc fait ce record en 108 jours. Elle gagne donc le record de 16 jours qui a été établi par Jenny Graham. Ouais, c'est assez impressionnant et ça fait de très très gros chiffres. Et bien pour faire ce genre de record, est-ce qu'il ne faudrait pas un vélo en titane qui serait le meilleur compromis entre rigidité et absorption des vibrations? Transition de fou. Oui, effectivement. Sur la planète vélo, j'ai repéré une marque qui s'appelle NO22, numéro 22. Ce sont des spécialistes de cadres en titane. Et en fait, ils ont sorti un nouveau modèle, le modèle Reactor Aero, qui est entièrement conçu sur des logiciels qui étudient l'aérodynamique. C'est un cadre qui est en fait imprimé en 3D, en titane, ce qui donne des formes totalement incroyables que tu dois particulièrement là ça me parle. Là j'ai entendu aéro, ça m'a réveillé. C'est ça. Et donc ils annoncent des gains de 30 à 40% en aéro par rapport à leur ancien cadre. Oui, alors à prendre avec des pincettes, parce que les cadres titane actuels sont souvent très ronds, donc très peu aérodynamiques en soi. Mais non, la prouesse est géniale et surtout la promesse est géniale avec l'impression 3D qui prend de plus en plus de place. On voit des choses de plus en plus spectaculaires et on a hâte d'être à demain et de voir les vélos du futur et ça commence. Ça commence comme ça, hein, et pour le pré-réservé, c'est donc un acompte de 1 000 $. Voilà. Chacun. C'est pas tant, mais c'est qu'un acompte. Exactement, c'est que on suppose que on n'a pas le prix final. Comme c'est des technologies assez neuves et un matériau très cher,
le titane. Et ben voilà, on suppose que que le prix va grimper, mais peu importe l'objet, l'innovation est belle. Pour aller avec ces magnifiques cadres en titane, par exemple, une petite paire de roues RAR, ou rare, je sais pas comment tu prononces. Mettons RAR de 795 grammes à disque, avec un profil soit de 24 mm, soit de 40 mm, moyeu usiné en aluminium, c'est le modèle Aura, roulement en céramique, full option, rayon titane et carbone, cercle en boyau ou pneu pour des poids, donc on l'a dit, impressionnant, moins de 800 grammes à boyau et à peine 1 kg pour une jante en 40 mm à pneu. Donc voilà, c'est assez fou, des rayons 2,6 grammes, plus léger. Ouais, plus léger et avec une résistance à la traction de 300% supérieure aux rayons habituellement à utiliser. Et en plus, ce sont des rayons qui sont plats, du coup, bon, c'est plus facile avec le carbone. Et du coup, ce qui correspond exactement à la même, au même coefficient aéro que des rayons du coup en acier étiré. Donc, encore une nouvelle belle prouesse. C'est ça, et c'est fabriqué, assemblé en France. Donc, excellent, encore mieux. Beaucoup mieux même. On passe du coup au carbone, et là j'ai déniché le Speedmax CFR de Laura Philippe. C'est l'athlète Canyon qui vient de remporter l'Ironman de Nice en 8h45 minutes et 15 secondes, sachant qu'il n'y a pas que le vélo dans ces 8 heures. Oui, c'est le principe d'un Ironman, d'un Ironwoman en l'occurrence. Ça va vite. Hein. Oui, ça va très très vite, et puis voilà, on peut voir belles innovations aussi sur ce magnifique canyon pour l'Ironwoman. C'est ça, en fait, ils ont retravaillé le poste de pilotage, du coup ils l'ont complètement fermé. Du coup, l'air ne passe plus. Elle a dû regarder ta vidéo sur l'aéro fait maison où tu utilises une bouteille, une bonbonne pour fermer ton poste de pilotage. Je pense que c'est après avoir vu la vidéo que Canyon s'est dit il faut qu'on fasse ça. C'est exactement ça. Si vous voulez vous essayer d'inspirer pour un vélo, n'hésitez pas à aller jeter un œil à l'ingénieur Max Lamanas. C'est ça. Et avec ça, bon, bien sûr, il y a le groupe SRAM Red en double plateau, parce qu'il y a quand même plus de 2000 mètres de dénivelé sur cet Ironman, et une paire de roues Aero Suicide. Référence en la matière. C'est un très très beau vélo qui se donne envie de l'essayer. Oui. Clairement. On repasse aux news racing avec un transfert. Un transfert, une rumeur. Valentin Paré-Peintre, c'était un secret de Polichinelle, a signé chez Soudal Quick-Step. Ça a été annoncé de manière assez humoristique sur les réseaux en mode Saint-Valentin, puisqu'il s'appelle Valentin. Bon voilà, vous pouvez aller voir la vidéo. En tout cas, hâte de voir ce que le grimpeur de poche de 52 kg, le Haut-Savoyard, va faire à la Soudal, peut-être en remplacement ou en complément de Mikel Landa dans l'équipe autour de Remco Evenepoel, encore un soutien de choix pour le leader belge. Un autre transfert plus proche de chez nous, puisque c'est un ancien collègue à toi. Mais c'est ça. Alexis Brunel est annoncé, voilà, c'est pas signé, mais la rumeur court qu'il irait chez Total Energy, qui repasserait professionnel sur la route. Exactement. Après une carrière de youtubeur, de graveleur, il redeviendrait routier dans l'équipe dirigée par Jean-René Bernaudot. À voir, mais ça semble, selon le journal Ouest France, c'est un contrat signé, donc à voir l'officialisation de l'équipe dans les prochains jours. Autre officialisation. Ça vient de tomber ce matin. C'est Van Der Poel a trouvé une solution pour avoir un maillot de champion du monde. Il aime bien la couleur, il ne veut pas changer ses lunettes, son casque, son vélo. Et donc son équipe, l'équipe Alpecin, vient de l'annoncer sur le championnat du monde de gravel qui se tiendront dans les Flandres. Donc c'est une très bonne nouvelle. Je ne l'avais jamais vu encore rouler sur des compétitions de gravel. C'est une très très bonne chose de voir Mathieu Van Der Poel avec son expérience VTT, cyclocross, vélo de route. Je pense qu'il va faire partie des prétendants à la victoire, c'est certain. À voir ça, parce qu'on a quand même des incidents mécaniques et puis la stratégie de course. Les pros sont souvent avantagés par le parcours. C'est pas pour autant. Alors l'an passé on a vu Matej Mori gagner, mais c'était pas un podium 100% du World Tour. Donc c'est intéressant. Puis ça apporte un peu de lumière sur cette discipline et c'est toujours très bien. Au passage, je rajoute une petite nouveauté, une petite news dans cette section. Les championnats de France de gravel ont été annulés parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits. Est-ce que les gens attendaient le dernier moment pour s'inscrire ou est-ce que tout simplement ils ne voulaient pas y aller? Je sais que tu devais y aller. Je voulais y aller et en fait il restait 10 jours pour s'inscrire et j'étais pas encore inscrit. Moi je trouve dommage parce que à mon sens il fallait lancer l'épreuve en fait, peu importe le nombre de participants. Éventuellement s'il y a des titres où il n'y avait pas parce qu'il y avait les titres master etc, s'il y a des disciplines où il n'y avait pas de quoi faire un podium, quelque part tant pis.
pour la première édition. Il faut bien lancer quelque chose, n'oublions pas qu'au Rock d'Azur, qui se déroulera bientôt d'ailleurs, il y avait 9 participants à la première édition. Ouais, bah, c'est aujourd'hui le plus grand. Oui, mais peu importe, en fait, il faut lancer les choses. Il y avait plus d'une centaine d'inscrits, hommes et femmes, de tous les âges. Il y avait des professionnels comme Romain Bardet, Marie Lenette, et d'autres cyclistes qui étaient d'autres professionnels. Il me semble que Juliette était annoncée. Ok. Il y avait Sylvain Chavanel, enfin il y avait du monde. Et en plus des amateurs comme nous qui étaient présents, qui avaient répondu présent, il aurait fallu lancer l'épreuve pour que ça prenne et pour qu'on se dise ah tiens, mais il y a un championnat de France de gravel et qu'on le refasse. J'espère de tout cœur que l'an prochain c'est que partie remise. C'est ça. On passe maintenant à l'activité du club Strava GCN en français de la semaine. Et là, c'est Eric Devenin qui a fait une cyclo-sportive, donc la cyclo Leucémie Espoir. Donc il nous a gentiment tagué, on a roulé pour la bonne cause. Et c'était quand même une cyclo qui lui a fait faire 172 km en 5h20. Donc belle moyenne, hein. Belle moyenne et belle participation et bonne cause carrément. À une bonne cause. Donc voilà. Eh ben écoutez, dites-nous si cette nouvelle façon de vous présenter notamment les courses chez les pros et l'actu de la semaine vous a plu, si vous avez des recommandations, si vous avez un avis sur les tactiques du championnat du monde. On n'a pas eu le temps de revenir sur le championnat du monde femmes, mais qui était aussi intéressant. Voilà, et puis si vous voulez pour la bonne cause, n'hésitez pas à nous partager aussi, on se fera un plaisir d'en parler dans le show. C'est ça. Bon, dans tous les cas, nous, on vous prépare de nouvelles vidéos et on vous dit à très vite sur GCN en français. Belle semaine, ciao ciao.